Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, David, au sommaire. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Les viols et les maltraitances dans les EHPAD. Oh, bien écoutez, on poursuit notre coup de gueule de ce matin sur les comportements et les actes ignobles exercés sur nos aînés dans certains EHPAD et dans certaines maisons de retraite. Attention, révélation. Il n'y a pas d'âge pour faire passer sa peau à l'heure d'hiver et lui apporter tous les soins nécessaires. Vous allez pouvoir bichonner votre peau pour qu'elle soit superbe malgré le froid. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal. Au secours, mon chat fait ses griffes sur mon canapé et mes rideaux sont en lambeaux. Je n'en peux plus. Pas de panique, on a des solutions. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper des autres. L'association Paris en compagnie met en contact un aîné de plus de 60 ans, vivant seul et qui a besoin qu'on l'accompagne chez le médecin, dans une administration, au cinéma ou tout simplement pour aller boire un verre avec un bénévole qui a du temps à vous consacrer, 2 heures en moyenne. Il n'y a pas d'âge pour s'évader, vous avez un peu de temps libre ou alors vous avez envie de voyager dans votre canapé, on vous emmène à New York. Welcome to Manhattan, Catherine, une expérience pleine d'énergie. Absolument. Quelle que soit la saison. Nous vous ferons découvrir nos 2 coups de cœur de cette semaine. Je vous emmènerai en Alsace voir un incroyable spectacle Royal Palace. Et David vous fera découvrir un roman éblouissant, Rose de Diyarbakir, qui nous plonge dans l'Arménie de la fin du 19e siècle. Et l'invité qui ne fait pas son âge est cette semaine David Brécourt, qui vient se confier et nous parler d'une pièce très drôle qu'il met en scène et d'une autre très intense qu'il interprète. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. L'enquête de Mediapart sur les violences sexuelles en EHPAD fait froid dans le dos. Comment des personnes fragiles, vulnérables, peuvent subir des maltraitances dans l'indifférence générale d'un EHPAD qui est censé prendre soin d'eux. Nous étions ce matin dans la matinale de Sud Radio avec Stéphanie, qui nous a révélé que sa maman de 93 ans, actuellement en EHPAD dans le sud de la France, avait été victime d'un viol présumé. Je précise qu'une enquête, évidemment, judiciaire est en cours. Rebonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie, on est tous bouleversés par votre histoire. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, rappelez-nous comment votre maman vous a raconté ce qui lui était arrivé. Au départ, elle était inquiète de la personne qui allait venir la changer la nuit. Oui. Et au cours d'une visio avec une de mes sœurs, elle nous a révélé qu'elle avait subi des attouchements. Et plus tard, on a découvert que il y avait une plainte pour viol et agression sexuelle faite par le tuteur suite à mon signalement et au signalement du défenseur des droits. D'accord. Et alors Stéphanie, est-ce que la police a été attentive aux faits relatés par votre maman et par la suite, comment ont réagi le personnel et la direction de l'EHPAD face aux accusations et au dépôt de plainte ? Alors, c'est l'enfer qui s'est ouvert devant nous, puisque un binôme a été imposé à maman pour tous les soins, donc ce qui retarde les toilettes, les médicaments, la nourriture, etc. Mais ça ne s'est pas arrêté là, l'établissement, juste le lendemain du dépôt de plainte, a demandé au tuteur que notre mère change d'établissement. Et on lui a bien précisé que c'était suite au dépôt de plainte. Et plus tard, nous avons découvert au cours d'une audience auprès du juge des tutelles qu'il y avait un droit de retrait demandé par l'ensemble, par le collectif des salariés, sachant qu'on ne connaît pas tous les salariés. Mmh. Et pour arrêter les soins, c'était soit elle part, soit ils arrêtent les soins. Et pour finir, l'horreur a continué, c'est-à-dire que nous avons reçu une ordonnance qui nous impose une visite hebdomadaire d'1 heure pour l'ensemble de la famille, 2 rendez-vous téléphoniques. Et l'heure qui a été choisie par l'établissement, c'est le jeudi après-midi de 15h30 à 16h30. Ce qui veut dire que quand on travaille, je vous laisse imaginer. Voilà. Oui, donc finalement, il y a eu une omerta de la part de l'EHPAD suite à ces révélations et à l'enquête judiciaire. Alors une omerta, oui, on peut dire tout à fait omerta. Et c'est surtout qu'on nous enferme dans un huis clos
où bien évidemment, quand vous découvrez que non seulement votre mère elle est victime, qu'on ne fait pas les signalements qui devraient être faits, que lorsqu'il y a un dépôt de plainte, en fait la punition c'est pour elle. Donc elle a eu un courage inimaginable pour faire tout ce qu'elle a fait, et finalement c'est elle qui est punie et nous qui sommes punis. Alors, Maître Pérez est avec nous. Bonjour. Oui. Bonjour. Roland. Bonjour, oui. Roland Pérez. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'être avec nous. Alors, la maman de Stéphanie est sous tutelle. Vous l'avez compris, on reviendra sur le sujet des tutelles plus longuement parce que c'est un sujet important. Mais là, dans le contexte actuel, quels sont les droits de Stéphanie aujourd'hui pour protéger sa maman et quels sont les droits de sa maman en tant qu'individu? Alors oui, j'écoute ce que nous dit Stéphanie, ce qui est un petit peu c'est kafkaïen ce qu'elle nous dit, puisqu'il y a une enquête en cours, donc une enquête sérieuse sur des faits extrêmement graves qui se sont déroulés dans un EHPAD et dont la maman de Stéphanie est victime. Et puis d'un seul coup le blocage de l'institution, puisqu'il y a des menaces qui sont faites pour arrêter les soins si finalement elle ne part pas, si elle reste, il faut qu'elle accepte les soins tels qu'elle est, donc elle accepte son sort, et ces visites qui sont réglementées. Moi je pense que ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a une enquête et que ça va prendre du temps, j'espère que l'enquête établira la vérité de ce qui s'est réellement passé. Il faudrait que même s'il y a un tuteur qui est désigné et même s'il y a un tuteur qui représente la maman de Stéphanie, il faut que la maman de Stéphanie puisse avoir également un avocat qui la représente à titre personnel et qui ne soit pas l'avocat du tuteur, parce que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi le tuteur aujourd'hui ne va pas dans le sens de celle qu'il protège, de celle qui est vulnérable. Pourquoi aujourd'hui il semble ne pas donner crédit aux allégations de la maman de Stéphanie. C'est surtout qu'il a fallu 2 mois et demi pour qu'il y ait un dépôt de plainte. Et a priori, au cours de l'audience auprès du juge, il y avait une avocate. Je pense que c'était l'avocate de maman, mais elle ne m'a jamais contactée. Et quoi qu'il en soit, au cours de l'audience... Non, c'est l'avocate, oui, mais c'est l'avocate de maman, mais maman représentée par un tuteur. Et juste une question, votre maman a des troubles cognitifs qui justifiaient qu'il y ait un tuteur? Alors, en fait, au décès de mon père, on a cru bien faire. Donc, on a fait une demande de mise sous tutelle. Et au final, on avait proposé ma sœur aînée et moi. Et c'est un tuteur qui a été désigné. Extérieur. Et ça fait D'accord. D'accord. Alors, c'est notre demande. Roland, oui. Roland, excusez-moi, Oui, Roland Pérez. Oui. Si une personne est accusée de viol, bien qu'il y ait la présomption d'innocence que nous défendons tous, comment se fait-il que le temps de l'enquête, cette personne ne soit pas éloignée de sa victime supposée? Mais alors, est-ce qu'elle, justement, là, il y a une espèce de coalition des soignants dans cet EHPAD, mais est-ce que pour autant, ce soignant qui est mis en cause, est-ce que d'abord il a été reçu par un juge d'instruction? Est-ce qu'un juge d'instruction a été désigné? Est-ce que c'est juste une enquête de police? Et est-ce qu'aujourd'hui, oui, il s'occupe ou non de la maman de Stéphanie? Alors, non, rapidement, quand j'ai vu que rien ne se passait, j'ai demandé s'il intervenait toujours auprès de maman. Donc, l'hôtesse d'accueil, puisque la direction refuse de nous parler, même de nous dire bonjour, m'a indiqué qu'il n'intervenait plus auprès de maman. Mais voilà, ça veut dire que, quoi qu'il soit, la nuit, il est dans l'établissement. A priori, s'il sait qu'il fait l'objet d'une enquête et si aujourd'hui, évidemment, il conteste les faits, il devrait, a priori, se tenir à carreau dans la mesure où il y a eu quand même aujourd'hui une information, un signalement. Donc je pense que votre maman, a priori, en toute logique, à moins qu'on ait affaire à un sombre fou, mais a priori, devrait se tenir à carreau. Non, je pense que donc je reviens sur mon idée première pour faire un peu accélérer les choses et pour que vous ayez vous un contact direct sur une prise directe sur à la fois la procédure et sur les mesures à prendre. Il faudrait que votre maman, puisqu'elle a toute sa tête, même si vous aviez décidé vous après la mort de votre papa de voir désigner quelqu'un pour l'accompagner en tant que tuteur, elle peut elle-même, elle est tout à fait capable de pouvoir désigner un avocat. Il faudrait demander à l'ordre des avocats. Vous savez, c'est comme pour les enfants, toutes les personnes dites vulnérables ont le droit à un avocat.
Mais là, ça passe. Malheureusement, nous, on ne peut pas. Moi, j'ai pris une avocate, mais ça, c'est le tuteur qui. Stéphanie a le droit de demander un avocat pour sa maman, ou est-ce que c'est le tuteur qui doit le faire? Non, c'est pas le tuteur, c'est les enfants. Les enfants restent des enfants. Il y a le tuteur qui est. Ça, c'est important. Voilà, les enfants restent des enfants. Ça reste aussi. Le tuteur, il représente dans les actes de la vie effectivement administrative, dans les actes de la vie matérielle, financière, dans la gestion. Si votre maman a une quelconque fortune, par exemple. Mais en ce qui concerne l'individu lui-même, votre maman peut choisir un avocat et l'ordre des avocats, elle peut écrire votre maman malgré son. Roland et Stéphanie, je vais vous couper. Vous allez vous parler hors antenne parce que je pense que vous allez rentrer dans des choses très techniques. Je tiens juste à souligner une chose, c'est que le cas de la maman de Stéphanie n'est pas du tout un cas isolé. Et quand vous lisez l'étude de Mediapart qui a été faite en décembre dernier, c'est totalement affligeant cette notion des sévices et violences sexuelles faites dans les EHPAD. Merci en tout cas Stéphanie pour ce témoignage. On sait que cette période est très douloureuse pour vous. On vous souhaite beaucoup de courage et tenez-nous au courant. Merci Maître Pérez, à bientôt. Merci Maître Pérez, merci Stéphanie. Écoutez, nous sommes ensemble, nous, jusqu'à 13h et dans un instant, un petit peu plus de légèreté avec Y a pas d'âge pour être en forme et préparer sa peau pour l'hiver. La magnifique et sublime Ariane Goldet vous fera découvrir toute la routine à adopter pour prendre soin de son visage et de son corps cet hiver. Et il n'y a pas d'âge pour prendre soin de son animal et protéger ses canapés. Au secours, mon chat détériore mon appartement avec ses griffes. Comment éviter ce carnage? On en parle dans quelques minutes. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour prendre soin de son animal. Vous l'aimez ce petit être à quatre pattes, mais malgré tout votre amour, il se jette toute griffe dehors sur votre canapé. Les cuirs, les tissus, tout y passe. On va vous aider à sauver l'appartement. Mais tout de suite dans Y a pas d'âge pour être en forme, on va aider votre peau à se préparer pour le froid de l'hiver. Que d'aide, que d'aide. La peau qui tire, les plaques, ces picotements à l'arrivée du froid, on a tous connu cette sensation. Or, conserver une peau douce et confortable, bien hydratée, eh bien, ça demande un minimum de travail. Bonjour, Ariane Goldet. Bonjour, il n'y a pas d'âge. Tout le monde. Notre spécialiste beauté, ça se voit, on n'a pas d'âge. Personne n'a d'âge, pour être clair. La peau doit être préparée à tous les changements climatiques, et l'hiver tout particulièrement, n'est-ce pas ? Oui, parce que face au froid, en fait, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va privilégier l'irrigation de ce qu'on appelle les organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, l'estomac et tout ça. Au détriment de quoi? Des organes périphériques, dont la peau. Donc la peau est moins bien irriguée. Là-dessus, un autre problème se greffe, c'est qu'en hiver, on a une sécrétion de sébum qui va diminuer. Donc, ce film qu'on appelle le film hydrolipidique, qui protège la peau, qui est gras, qui est un mélange d'eau et de gras à la surface de la peau, il est moins important, donc il protège moins. Donc, conclusion avec tout ça, la peau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est mal irriguée, elle est moins bien nourrie, elle se régénère moins bien, elle est fatiguée, elle se dessèche, elle pique, elle gratte, elle tire. Quel programme? C'est un programme. Il y a tout un programme. Alors, c'est tout un programme. Alors, l'avantage quand même, Ariane, c'est que finalement, pour avoir une belle peau hivernale, le résultat, il dépend de nous, il dépend de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a tous les moyens réellement de se protéger? Oui, on a les moyens de se protéger grâce à la cosmétique qui a fait beaucoup de progrès là-dessus. Alors, le visage qui est exposé sans cesse, parce que lui, il n'est pas habillé, au froid, aux éléments extérieurs, on va mettre une crème en permanence, mais en hiver, on va prendre une crème qui est plus grasse, plus riche, qui va donc hydrater la peau, mais aussi qui va lui permettre d'avoir son petit manteau de gras, voyez, qui va remplacer le film hydrolipidique. Alors, vous l'appliquez bien doucement, pas en frottant trop fort parce que la peau est très irritable en été, hein, en tapotant. Et en plus, comme ça, en tapotant, vous allez réactiver la microcirculation locale. Ensuite, si la peau a tout absorbé au bout d'une minute, ben vous en remettez. C'est-à-dire qu'elle a besoin, qu'elle a soif. Alors, autre routine, si votre peau est très sèche, vous pouvez mettre un sérum à base d'huile en dessous. C'est-à-dire que vous mettez d'abord le sérum et vous remettez la crème par-dessus. Ça fait un peu cocotte minute et ça marche bien. Voilà. Alors, il y a une phase qui est importante aussi, c'est le nettoyage. Par exemple, moi, les mousses, ça me dessèche la peau. Ah bah c'est normal.
L'hiver, c'est normal, Catherine, c'est tout à fait normal. Bon, voilà. En hiver, oui, ça faut nettoie pas. bien. Oui, non, en hiver. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour les crèmes pour le visage, vous en avez partout, c'est très bien. Vous en avez à moins de 10 € en grande surface chez Nivea, avec une crème à l'huile d'argan. Vous en avez chez Mixa. Vous avez là, je vous ai en SVR qui est très bien en pharmacie. Bref, vous en trouvez partout et c'est très au point. Bon, pour votre démaquillage, alors on arrête l'eau, on arrête les produits moussants et on prend un lait ou une huile, c'est tout. Et si possible, sans trop de coton pour pas trop irriter. Ensuite, pour le corps, ça va être compliqué de se passer d'eau. Donc à ce moment-là, on évite eau trop chaude et les bains et on va choisir soit une huile lavande, pardon. À la lavande, si on veut. Alors, lavande. Et sinon, un savon sans savon, on appelle ça des syndettes. Et donc ça permet d'éviter la peau de serpent en hiver. Un peu. Mais alors sinon, vous mettez aussi, vous mettez du gras sur le corps. Vous hydratez. Quel gras? Vous avez deux choix. Vous avez soit les huiles, soit les crèmes. Alors moi, je suis très huile le monoïde d'Yves Rocher parce qu'elle est pas chère. Elle sent le monoïde et tous les matins, j'ai l'impression que je repars en vacances. Alors là, elle coûte 17 €, mais elle est tout le temps en promo. Vous en avez deux pour le prix d'un. Donc voilà. Ça sent la plage. Ah oui, ça sent la plage. Sinon, dans le même genre, vous avez l'huile prodigieuse de Nux, formidable. Et sinon, si vous avez vraiment des problèmes, ça gratouille, ça irrite vraiment, des vrais problèmes de peau sèche, alors là, direct, La Roche-Posay, Lipicard, formidable en pharmacie, ça coûte 16 €. Et ça, c'est le produit de référence des dermatos. Donc à avoir chez soi. Merci Ariane. Oh là là. Et maintenant, David, après que vous ayez passé votre huile et votre crème, vous allez nous parler de nos petits amis à quatre pattes, les chats qui adorent faire leurs griffes sur les rideaux et les canapés, surtout en cuir. Mais tout à fait, Catherine. Alors, si vous voulez prendre un chat, mais le fait qu'il fasse ses griffes chez vous, ça vous fait peur, ou alors si vous avez un chat et que vous en avez marre de voir vos rideaux tomber en lambeaux, votre canapé se dégrader ou encore vos meubles se détériorer, alors comment l'en dissuader, ou qu'il les fasse uniquement sur le griffoir que vous lui avez offert pour son anniversaire ou pour Noël. Mais le griffoir. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons voir avec Laetitia Barlerin, qui est vétérinaire à Paris et qui est notre spécialiste du comportement animal. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Laetitia, pourquoi le chat fait-il ses griffes? Est-ce que c'est instinctif, hormonal ou parce qu'il est un dangereux psychopathe? Un dangereux psychopathe quand même, non? Oui. C'est un comportement complètement naturel chez un félin. D'abord, il fait ses griffes pour limer ses ongles, ça on a compris, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans la nature, comme dans nos appartements et nos maisons, les félins griffent afin de marquer leur territoire. Alors, ils marquent leur territoire non seulement par des choses visibles, c'est-à-dire les stries qu'on voit sur notre canapé, mais aussi en déposant des phéromones sur ces traces. Et c'est ce qu'on appelle une communication olfactive aussi. C'est une communication pour les autres chats. Le chat dit juste « j'habite ici » ou « je dors ici », n'approche pas. Et puis je pense aussi que faire ses griffes, c'est aussi une partie de stretching pour le chat. Vous savez, ça lui permet de s'étirer les muscles quand il se réveille. Ah oui, c'est le Jane Fonda félin. Exactement. Alors quand on souhaite un petit peu éduquer ces animaux, quelles sont les erreurs justement à ne pas faire vis-à-vis de ce comportement? La première chose à ne pas faire, c'est de ne pas le gronder. Alors bien sûr, quand on voit son chat s'en prendre à son nouveau canapé, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est qu'on se dit on va lui hurler dessus, voire même on va lui donner une gifle. Alors surtout pas, vous savez que la punition est complètement à proscrire chez le chat parce que non seulement le chat n'assimile pas qu'il a mal fait, si vous voulez, mais en plus il peut avoir peur de vous, il peut devenir anxieux. Et un chat anxieux, qu'est-ce qu'il fait? Il griffe. Donc il va encore plus griffer votre canapé ou votre papier peint. Et puis aussi, il y a des chats, quand on intervient, ils se disent tiens, quand je fais ça, mon maître s'intéresse à moi. Alors, comme par hasard, il griffe quand on est sur une série télé ou quand on est à son ordinateur. C'est une demande d'attention. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas intervenir et lui gronder dessus. D'accord. Et alors, justement, pour pas le gronder, pour pas intervenir, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour empêcher son chat de griffer ses affaires? Alors, la première chose manger les pompons des chaussures. Lui faire, c'est d'abord lui couper les griffes régulièrement. Vous savez, s'il ne fait pas ses griffes dehors sur un arbre, il les fera chez vous. Donc, vous coupez bien ses griffes tous les mois. Vous lui offrez des griffoirs et surtout,
vous les positionnez bien. C'est-à-dire que vous mettez souvent les griffoirs derrière une porte parce que c'est moche. Alors que non, il faut les positionner soit là où il dort le plus souvent, c'est-à-dire près du canapé par exemple, ou l'arbre à chat, justement, il y a un griffoir dessus, c'est normal parce que le chat dort sur l'arbre à chat. Ou alors il faut mettre les griffoirs en entrée de pièce, parce qu'il marque, si vous voulez, l'entrée de son territoire. Donc déjà bien les positionner, et puis il faut protéger les meubles et les murs. Alors pour ça, les meubles, moi ce que je fais, c'est que souvent je mets une plante devant, ou vous mettez un plaid sur la coudoir du canapé. Vous pouvez mettre aussi du papier bulle, c'est pas mal aussi, parce que quand le chat commence à glisser le papier bulle, ça fait du bruit, il aime pas. Vous pouvez mettre quelque chose aussi qu'il aime pas au niveau touché, c'est-à-dire du papier d'aluminium ou une couverture de survie sur les endroits qu'il a griffés, ou même de l'adhésif double face, parce que comme ça il va se coller les griffes dessus, il va pas revenir, voyez. Donc ça c'est vraiment c'est un programme. Et alors pour attirer votre chat sur les griffoirs qui sont autorisés, que vous lui avez achetés, alors il n'en faut pas un par pièce, il en faut 2 ou 3 pour qu'il fasse vraiment ses griffes. Et vous frottez une olive dessus, parce que ça attire le chat. Donc. Et vous pouvez mettre aussi de la cater, c'est de l'herbe à chat que vous mettez dessus, qui va l'attirer et qui va le stimuler pour griffer. Merci beaucoup Laetitia Barlerin. Grâce à vous, notre maison ressemblera moins à un champ de bataille. Ça, et nous allons faire une émission de déco sur Sud Radio avec vous prochainement. Je retiens le papier bulle à la maison. Merci beaucoup Laetitia, à très vite. À très vite. Bonne semaine. À bientôt Laetitia. Écoutez Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour s'occuper des autres. On va vous faire découvrir l'association Paris en compagnie qui met gratuitement en contact un aîné de plus de 60 ans vivant seul avec un bénévole qui a de temps en temps 2 heures de son temps à offrir. Ça c'est formidable. Et dans Il n'y a pas d'âge pour s'évader, si vous avez un peu de temps libre, on vous emmène à New York. Welcome to Manhattan, une expérience pleine d'énergie, quelle que soit la saison. Excusez-la, c'est le papier bulle. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre 12h et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour s'évader. Si vous avez un peu de temps libre ou alors si vous avez envie de voyager en restant dans votre canapé confortablement, nous vous emmenons à New York. Welcome to Manhattan, Catherine, une expérience pleine d'énergie, quelle que soit la saison. Mais tout de suite, David, une très belle initiative. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper des autres. Et oui, et dans Il n'y a pas d'âge pour s'occuper des autres, cette semaine, nous avons souhaité vous faire découvrir l'association Paris en compagnie qui demande à des bénévoles d'offrir de temps en temps, selon leur disponibilité, 2 heures de leur temps en général, à une personne âgée. Alors imaginez qu'à Paris, on recense 160 000 retraités vivant seuls, susceptibles d'une perte d'autonomie. Comment peuvent-ils se débrouiller et ne pas tomber dans l'isolement si on ne les regarde pas et si on ne leur donne pas un peu de notre temps? Pour vous présenter cette très belle association Paris en compagnie, nous recevons aujourd'hui Mathilde Devalois, qui est la responsable communication de l'association. Bonjour Mathilde Devalois. Oui, bonjour. Bonjour. Alors Mathilde, bonjour. Comment fonctionne exactement votre association du côté des seniors et du côté des bénévoles? Oui, alors notre service solidaire, on va recueillir les besoins des aînés, donc leurs envies de sortie. L'idée, c'est vraiment de trouver des bénévoles pour accompagner les aînés dans leur sortie de proximité. Donc, les aînés nous appellent sur un bon vieux 01 et nous disent j'aimerais sortir dans quelques jours pour faire une petite sortie, ou alors j'ai un rendez-vous médical. Et donc, on saisit tout ça et on a développé une application mobile sur laquelle on va publier la demande de la personne âgée. Et de l'autre côté, les bénévoles formés, eux, interrogent régulièrement l'application mobile pour savoir s'il y a des missions au moment qui leur convient le mieux en termes de disponibilité, de timing, etc. Et ils vont donc se porter volontaires pour telle ou telle sortie ou telle mission. Alors, quel type de missions sont les plus demandées? Et est-ce que la personne senior a un choix sur le bénévole ou comment ça se passe? Alors, les missions, principalement, elles sont de trois types. Il y a principalement, les demandes sont des missions loisirs,
C'est-à-dire que les aînés veulent juste sortir, aller se balader. La sortie, c'est évidemment un prétexte à l'échange et au lien social. La mobilité est prétexte à ça. Donc ça va être aller faire un tour au café, boire un petit verre en terrasse, aller dans un parc, ou alors je sais pas, une aînée qui adorait aller sur les quais faire son jogging. Elle peut peut-être plus faire de jogging, mais elle peut toujours marcher. Mais c'est loin de chez elle, donc grâce à un bénévole et à son bras, elle va pouvoir y aller. Voilà. Après, 20%, 25% des demandes concernent aussi les rendez-vous médicaux. Donc là, c'est vraiment les rendez-vous, le kiné, le médecin, beaucoup aussi de rendez-vous avec des spécialistes, vous savez, qui sont à l'autre bout de Paris, dans un hôpital, avec plein de couloirs partout. Avec un bénévole, c'est quand même un peu plus facile et moins fatigant. Et ça permet surtout de pouvoir assurer ces rendez-vous là où certains n'oseraient jamais y aller seuls, quoi. Et ça peut durer dans le temps ? La relation entre les deux, vous voulez dire ? Oui. Alors, nous, le principe aujourd'hui qu'on propose, ça venait complet un manque, c'est-à-dire justement de missions ponctuelles. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, de bénévoles qui avaient envie, de citoyens, qui avaient envie de s'engager, mais qui n'arrivaient pas à le faire parce que on leur demandait d'être régulièrement disponibles tous les mardis, tous les ci, tous les ça. Nous, on propose ce type de bénévolat, et c'est ça qui permet aussi à des bénévoles de tous âges de pouvoir faire ces missions. En revanche, effectivement, de l'autre côté, c'est pas assuré pour les aînés que ce soit toujours la même personne. D'accord. Alors, il y en a qui aiment ça, il y en a vraiment qui aiment que ça change, en fait. Que ça change. On dit souvent que pour les aînés, c'est mieux que ce soit toujours la même, mais pas forcément, en fait. Et puis, si on veut, on peut bien évidemment tout simplement nous dire « J'ai adoré ma balade avec Simone, est-ce que vous croyez qu'on peut se revoir ?» Bien sûr. Alors, bien sûr. Mathilde, est-ce que ce service est payant ? Alors, non, David, ces services ne sont pas payants. C'est un service solidaire qui est majoritairement financé par la ville de Paris et la conférence des financeurs 75. Et donc, d'un autre bien, on retrouve aussi des financeurs privés qui nous aident dans des projets spécifiques, comme Malakoff Humaniste, par exemple, pour notre course ou pour des événements particuliers, ou pour la formation. Enfin, voilà. D'accord. Et justement, alors, est-ce que du côté des bénévoles, il y a une formation à assurer ? Oui, bien sûr. Sur quel sujet vous les sensibilisez ? Alors d'abord, il y a une réunion d'intégration qui est comme une espèce de formation à l'accompagnement des personnes âgées, tout simplement. Donc ça dure 2 heures en présentiel. On fait plein de petites scénettes de mise en scène, etc. pour vraiment les préparer aux situations qu'ils peuvent rencontrer. Ensuite, une fois que les bénévoles sont dans nos rangs, ils ont accès à un programme de formation assez riche sur, par exemple, le vieillissement, où on leur fait essayer un costume de simulation. Vous en avez un ? Voilà. Oui, on en a même plusieurs. Voilà, ça c'est c'est très utile. Alors écoutez, avec plaisir. Et enfin, j'ai déjà essayé, mais c'est vraiment très utile pour ça marche très bien. Oui. Voilà, comment manipuler quelqu'un de senior par rapport aux problèmes de santé ou de mécanisme, etc. Exactement. Ouais. Et puis juste attirer l'empathie, en fait, et bien réussir à se mettre dans leur peau pour comprendre pourquoi c'est si difficile de sortir ces petites pièces de son porte-monnaie quand on attend à la caisse, parce qu'on a de l'arthrose dans les doigts, on n'arrive plus à serrer aussi bien. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails qui deviennent un peu évidents. Et puis après, on a aussi sur les troubles cognitifs ou la perte de mémoire, ou comment guider quelqu'un en fauteuil roulant, ou une personne non-voyante. Voilà, donc il y a tout un tas de formations, bien sûr, qui accompagnent le développement, on va dire, le parcours du bénévole. Ah, c'est super. Et il y a un petit suivi globalement avec les seniors. Est-ce que, par exemple, pendant les vacances, il y a un petit coup de téléphone qui est passé une fois qu'il y a une première démarche qui a été faite, une connaissance qui existe, une complicité? Est-ce que, en fait, vous avez un service d'appel téléphonique de complaisance pendant les vacances, par exemple? Alors oui, il y a deux suivis différents. On va dire un suivi qui est fait par notre équipe, puisqu'en fait les bénévoles, quand ils rencontrent les aînés, ils nous font un petit retour, juste pour nous dire comment ça va, s'ils ont l'impression que l'aîné va bien, si par exemple ils ont repéré un besoin ou une fragilité. Et nous, on va réaliser quasiment entre 600 et 700 orientations par an vers d'autres services médico-sociaux ou d'autres associations liées à ces fragilités repérées.
Donc ça, c'est ce que nous, on peut assurer grâce au retour de nos bénévoles et aussi au lien qu'on entretient entre l'équipe et les aînés accompagnés, au téléphone justement. Et après, on propose aussi des appels de convivialité qui permettent justement, quand on n'est pas là, quand un bénévole a un peu l'habitude, par exemple, ou pas, mais de faire ses petits accompagnements, et puis il part ou il est en déplacement pendant un certain temps, et ils peuvent passer des appels de convivialité. C'est des appels de bonnes nouvelles. Merci beaucoup Mathilde Valois. Mathilde. Vraiment, merci énormément de nous avoir fait découvrir cette très belle association Paris en compagnie. Alors, si vous avez 2 heures de libre de temps en temps, comme Lucille, qui est une de nos réalisatrices à Sud Radio, eh bien, pourquoi ne pas les offrir à quelqu'un à côté de chez vous qui en a besoin? Et voilà, en rejoignant cette très très belle association. Et si vous vivez seul et que vous avez de plus en plus de mal à faire les choses au quotidien, seul, eh bien, dites non à la solitude en rejoignant Paris en compagnie, puisque cette association est là pour vous. Donc, je vous rappelle que l'adresse mail est www.parisencompagnie.org. Voilà, oui, le site, pardon, vous avez raison. Donc, www.parisencompagnie.org. Et c'est vraiment une très belle association. Très belle initiative. Merci. Merci beaucoup pour Bonne journée. cette mise en lumière. Bonne journée. Bon, alors maintenant, Catherine, vous allez nous emmener en voyage dans une ville internationale. Et alors, laquelle avez-vous décidé de nous faire découvrir cette semaine? Eh bien, aujourd'hui, nous partons pour New York. Cette ville est une boule d'énergie qui fait du bien. Ça grouille de tous les côtés. On est happé par cette énergie. Vous pourrez visiter le mémorial du 11 septembre, bien sûr, mais aussi le MoMA, si vous aimez les musées. Et puis tous ces quartiers, Soho, Chinatown, un dépaysement total. N'est-ce pas, Christian Sattmann? Vous êtes le spécialiste New York pour Havas Voyage. Comment définiriez-vous New York en quelques mots? Bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour. Alors définir New York en quelques mots, c'est pas évident parce que c'est quand même la ville où tout est possible. Donc en fait j'ai envie de dire déjà, définir New York, j'ai envie de dire que c'est une ville avec une énergie positive incroyable. Voilà. Ouais. Ça c'est quelque chose que tout le monde ressent. Ouais. Et après tout le monde va trouver des visites, des sites à visiter, des attractions, des activités selon ses goûts puisque c'est vraiment une source inépuisable de choses à faire et à voir. Et vous sentez bien dès que vous arrivez là-bas? Alors, cette énergie, vous la palpez quand j'y suis, et cette énergie, effectivement, on la récupère et on la ressent au retour quand on revient. On a vraiment l'impression d'avoir rechargé les batteries. Ouais. Alors, quelles sont les expériences les plus dingues que vous ayez vécues à New York, Christian? Les plus dingues, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui me vient forcément en tête. C'est peut-être une des dernières expériences que j'ai faites quand j'y suis allé il y a peu de temps, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nouveaux gratte-ciel qui ont été bâtis ces dernières années. Alors, on connaît tous, évidemment, le mythique Empire State Building qui reste une expérience incroyable en soi. Mais la dernière en date, un nouveau building avec un observatoire qui s'appelle The Edge. C'est une terrasse en forme de pointe. On a une vue à 360 degrés. On a l'impression de flotter dans l'air parce que il y a un sol qui est vitré, donc on marche au-dessus du vide. Mais alors le comble, le clou du spectacle, c'est quand même de faire ce qu'on appelle de city climb, où on monte avec des mousquetons sur des marches très étroites. Et on est au sommet de cette tour, à pratiquement 400 mètres d'altitude. Wow. On peut se pencher dans le vide et on a une vue époustouflante. Il faut pas avoir le vertige. C'est sûr qu'on le vertige, c'est compliqué. Christian, faites-nous un petit programme qui permette de s'imprégner un peu de l'énergie de cette ville. Un peu d'activité, un peu de balade, un peu de musée. Alors, déjà, on a, en ce qui concerne les activités culturelles, on peut bien évidemment faire un spectacle à Broadway, les mythiques spectacles de Broadway, où il y a une possibilité là aussi pour les enfants comme pour les adultes d'avoir des spectacles magnifiques, les mythiques. On peut faire une messe gospel à Harlem, ça aussi c'est vraiment des impressions uniques. Qu'on peut trouver qu'à Harlem. Et on a évidemment d'autres activités possibles au-delà des activités culturelles. On peut faire du vélo dans Central Park. Bien évidemment, on marche beaucoup à New York. Il suffit simplement d'arpenter les rues de New York pour avoir un spectacle vivant, permanent, à chaque coin de rue. Bon, et alors, on sait tous que les hôtels sont quand même très chers à New York. Est-ce que vous avez des recommandations pour l'hébergement ?
Alors les hôtels sont assez chers effectivement à New York. D'une manière générale, les hébergements peuvent être chers à New York. L'idée c'est déjà si possible de réserver le plus tôt possible pour avoir le choix, parce qu'il y a quand même effectivement parfois des bonnes opportunités, notamment pour les familles. Il y a quelques hôtels qui ont des lofts avec plusieurs chambres. Il en existe peu, mais ça existe, qui permet effectivement d'éviter de prendre plusieurs chambres pour séjourner quand on part nombreux. Alors après, bon, les appartements sont pas donnés non plus. L'hôtellerie est quand même encore assez vaste. Il y a beaucoup d'offres. L'hôtellerie propose encore souvent des bonnes opportunités, mais il faut réserver tôt. Réserver tôt. Alors, Noël à New York, c'est compliqué. Alors, c'est un peu Noël tard. à New York, c'est une très très belle période. Parce que c'est formidable. Vrai que c'est un peu tard. On peut encore réserver. Tout dépend du budget qu'on a. C'est vrai que c'est la période où l'hôtellerie va coûter assez cher. Les billets d'avion aussi. Mais il faut réserver tôt. Il faut penser à bientôt à Noël de l'année prochaine. Peut-être. Oui, ou alors cet été. On réserve dès maintenant pour l'été prochain. Merci beaucoup, Christian Sattmann. Merci Christian. Merci. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, nous vous ferons découvrir nos 2 coups de cœur de cette semaine. Catherine vous emmènera en Alsace, à Kirchwiller, voir un incroyable spectacle, le Royal Palace. Et je vous ferai découvrir Rose de Diyarbakir, un roman éblouissant qui nous plonge dans l'Arménie de la fin du 19e siècle. Et David Brécourt, le beau et iconique docteur Baptiste Mondino dans la série Sous le soleil, sera avec nous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver notre invité de la semaine, l'ancien docteur Baptiste Mondino dans la série Sous le soleil, David Brécourt, qui joue actuellement dans une pièce remarquable et bouleversante et remplie d'humour, je vous propose de découvrir nos 2 coups de cœur de la semaine. Et à ce propos, je crois, Catherine, que vous nous emmenez en Alsace. Absolument, David. Je vous emmène à Kirchwiller, passer une très belle soirée au Royal Palace International Music Hall. C'est Las Vegas en Alsace. Le Royal Palace, c'est une institution dirigée par un monsieur, Pierre Meyer, qui, en famille, avec son fils et sa femme, mène de main de maître cette belle aventure qui existe depuis plus de 40 ans. 1000 spectateurs par représentation, David. Vous allez passer une formidable soirée au milieu des strass et des plumes. C'est un mélange de comédie musicale, de numéros de cirque, du pôle aérien, des danses, de l'humour, de la danse robotique avec des contorsionnistes incroyables, de la magie avec le quick change, vous savez, il change de vêtements toutes les dixièmes de seconde, de l'équilibre, des sangles aériennes, tout ça sur fond d'une belle histoire d'amour au cœur de New York, justement. Des costumes magnifiques, de très belles chorégraphies. Et vous pouvez dîner sur place. Avant le spectacle, il y a 2 super restaurants. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez, après le spectacle, aller boire un verre au lounge et danser pour poursuivre la soirée. C'est vraiment formidable. 2026, ils ouvriront le Royal Palace Hotel. Vous pourrez ainsi profiter d'un séjour complet. Mais en attendant, prenez vos places, www.royal-palace.com. Je vous assure, vous passerez une belle soirée. Et vous, David, cette semaine ? Moi, cette semaine, Catherine, écoutez, vous connaissez mon attachement à la cause arménienne, et plus particulièrement contre les exactions et l'exode vraiment dégueulasse imposé en ce moment aux chrétiens du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan avec l'appui de la Turquie. Eh bien, cette semaine, je vous invite à comprendre l'histoire et la beauté de l'Arménie, ainsi que le lien très étroit que les Arméniens entretiennent avec la France, à travers un roman captivant qui nous plonge dans une fresque familiale orientale, tragique et généreuse à la fois. De 1893 à 1896, nous allons suivre le destin de Rose, la cadette de la famille Agopian. Fière et déterminée, elle aspire à une vie choisie, sans mariage arrangé et qui serait nourrie de ses 2 passions, la langue française et le théâtre. Partie de la belle cité de Diyarbakir, dans le sud-est de l'Empire ottoman, pour Constantinople, elle voit son destin basculer grâce à sa rencontre avec Sarah Bernard, qui est là en tournée pour sa pièce Ruy Blas. Eh bien, si proche de son rêve de scène, Rose va se révolter et entrer en résistance contre le climat politique de l'époque où de plus en plus d'actes de violence, de pillage et d'assassinats visent les chrétiens et la communauté arménienne en particulier. Alors, si ce livre m'a fait voyager, sourire et bouleverser, il m'a rappelé que l'histoire se répète quand même inlassablement. Alors, mieux qu'un film, vraiment mieux qu'un film, et j'insiste sur ça, Rose de Diyarbakir de Corinne Zarzavadjian aux Presses de la Cité. Vous allez passer un extraordinaire moment. Merci David. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio,
Parce qu'il faut conclure, mon cher David. Pour conclure cette émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de David Brécourt, qui a une double actualité. Il vient de mettre en scène la pièce Un gène entre nous, au Théâtre des Mathurins, et il joue au Théâtre de la Madeleine, le seul en scène, En ce temps-là, l'amour, que nous avons vu avec David, et franchement, que l'on vous recommande. Bonjour David Brécourt. Bonjour David. Bonjour. 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 Alors David, on est très heureux vraiment de vous recevoir dans Yapadage parce que grâce à vous, je viens parce que Catherine n'était pas avec moi, je viens de découvrir 2 comédiens avec un très très grand potentiel, Stéphane Giletta et Déborah El Malek, sans oublier bien évidemment Laurent Olmedo que les cinéphiles connaissent pour la trilogie Camping et qui joue avec eux dans la pièce Un gène entre nous que vous avez mise en scène. Oui. Est-ce que, pour ne pas déflorer complètement, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de cette pièce et nous dire où vous avez eu envie de nous emmener à travers votre mise en scène? Eh ben, c'est une pièce de Louis-Michel Collat, qui est une pièce scientifique, scientifico-romantico, on va dire. Voilà, c'est sur le travail que fait actuellement le professeur Salman sur le rat taupe nu. C'est un peu compliqué, mais c'est un rat d'Afrique du Sud qui normalement un rat vit 3 ans, mais un rat actuellement, ils font des expériences, ils arrivent à prolonger leur vie jusqu'à 30 ans. Et par expérience, ils sont en train de se demander si ce gène était trouvé véritablement sur l'être humain. Est-ce que pourquoi pas, l'homme pourrait vivre 200 ans? Donc c'est quand même un truc assez exceptionnel. Oui. On en a tous envie. On en a tous envie, mais ça poserait quelques problèmes aussi. Vivre 200 ans, attention, c'est long. Hein. On le découvre dans la pièce. Voilà, exactement, on le découvre dans la pièce et c'est vivre 200 ans évidemment sans maladie. Voilà, c'est un truc de dingue. Et de là il va se passer une histoire romantique, une histoire d'amour entre les 2 protagonistes, entre Stéphane et Déborah, et entre le professeur d'ailleurs, le professeur et son assistante. Et on est allé vers finalement, après cette semaine de travail, on est allé vers une comédie romantique. Mais je crois que je suis très content parce que d'après les critiques sont dithyrambiques partout et les gens sont très contents de voir un peu de romantisme sur scène. Mais c'est sûr. Voilà, et j'ai fait mon casting en 10 minutes quand Louis-Michel m'a proposé la pièce. C'était une évidence pour moi de Stéphane Giletta, c'est un merveilleux comédien. Déborah El Malek pareil et Laurent Olmedo que je connais depuis plus longtemps et voilà, et c'est un trio qui fonctionne très très bien. Voilà, c'est une comédie romantique parce qu'on pourrait croire que c'est médical, mais ce n'est pas médical. L'important c'est la comédie. Beaucoup de choses quand même. Voilà. Et les gens sont très touchés en sortant et agréablement surpris et je suis content de faire découvrir des acteurs qui ont peut-être pas forcément énormément joué à part Stéphane Giletta. Qui est un acteur reconnu de théâtre. Exactement, qui est absolument formidable et qui tient le rôle du professeur, mais vraiment, il est remarquable. On peut même dire qu'il explose sur scène, c'est vraiment un rôle sur mesure. Exactement. Vous disiez que vous aviez fait votre casting en 10 minutes, vous connaissiez tous les comédiens ou on vous en a proposé quand même 1 ou 2? Non, Stéphane, c'était évident parce que je l'avais vu lorsque Françoise paraît, la pièce sur Françoise Dolto. Je l'avais vu à Avignon, je l'avais trouvé remarquable. Je connaissais pas l'acteur, je l'avais jamais vu sur scène, et donc ça a été une évidence. Déborah, pareil, je l'avais vu dans Oedipe, la pièce qu'elle a jouée au Petit Mathurin avant. Et puis Laurent, je le connais depuis plus longtemps. Voilà, mais il a fait beaucoup de télé, un peu moins de théâtre. Mais c'était une évidence pour moi aussi de l'avoir dans la pièce. Et il est surprenant parce qu'il est multicasquette. Il joue 5 rôles, si je dis pas de bêtises. Il joue 5 rôles. C'est très amusant à faire, jouer 5 rôles. Oui, surtout un banquier très méchant. Voilà, un banquier très méchant. Surtout le début, j'adore la conférence du professeur dans la salle. C'est très amusant à faire. Oui. Il s'amuse beaucoup maintenant. Et c'est chouette, quoi. Et nous aussi. Et tout le monde prend du plaisir. Tout le monde prend du plaisir. Alors, parallèlement, vous interprétez au Théâtre de la Madeleine le seul en scène En ce temps-là, l'amour. Oui. Alors vraiment, on l'a vu tous les 2 pour le coup. Il y a une force, il y a une émotion vraiment intense. Et surtout, je trouve, il y a une justesse incroyable. Ce qui fait qu'on est avec vous pendant, ça dure un peu plus d'1 heure, on est avec vous, mais vraiment du début à la fin. Et on ne peut pas ne pas être pris par ce qu'il se passe. Alors, il y a de l'amour, mais c'est quand même un sujet qui résonne en plus avec l'actualité en ce moment. Exactement.
Comment vous pourriez raconter, comme l'a dit David, sans tout dévoiler la pièce ? C'est en fait, on est sur les mêmes thématiques que La vie est belle de Benigni. Oui. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Z dans l'histoire et qui vient d'apprendre qu'il est grand-père et c'est un ancien déporté et il décide de raconter sur ses enfants extradés qui sont aux États-Unis. Il décide sur une bande magnétique, ça se passe dans les années 60, de raconter ce qu'il a vu dans un train en partance pour Auschwitz, un homme et qui a ils ne le savent pas, mais il a en fait au début du trajet, ils ont 7 jours avant d'arriver à Auschwitz, il va lui inculquer toutes les philosophies de la vie. Il va lui inculquer la vie en 7 jours. Mais c'est chapitré en 7 chapitres, 7 journées, et c'est vraiment l'histoire d'une triple transmission. C'est moi, je transmets ce texte au public. Le personnage du grand-père transmet à ses enfants et il transmet cette histoire de transmission de père avec son fils de 12 ans. Et c'est poignant, c'est un hymne à la vie en même temps. On parle de liberté, on parle d'amour, on parle d'humour, on parle de Spinoza, on parle de Dieu, on parle de... Voilà, le texte est prodigieux, je trouve. Et moi, quand je suis sur cette scène de la Madeleine, je suis à 10 cm du sol, quoi, quand je joue ce texte. Et on le ressent. Voilà. En sortant, qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs se disent ou se posent comme question ? Vous savez, la meilleure anecdote que j'ai sur le spectacle, c'est quand j'ai démarré au Festival d'Avignon il y a 3 ans. Il y a un jeune homme qui m'a attendu, qui avait à peu près 24-25 ans, qui pleurait, qui était en larmes, inconsolable. Je l'ai pris dans mes bras et moi j'ai tout de suite pensé qu'il y avait une histoire de déportation dans sa famille. Mais il m'a dit, mais pas du tout David, c'est pas du tout ça. C'est que moi je viens d'avoir un 2e enfant, je suis un jeune papa. Est-ce que je vais avoir le temps d'inculquer tout ce que vous avez dit dans la pièce à mes enfants ? Ah, c'est beau. Là, voilà. En fait, ça résume toute la pièce. C'est très très beau. C'est ce que j'ai envie d'entendre quand je sors de scène. C'est exactement ça. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, David Brécourt, d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup de m'avoir invité et venez nombreux au théâtre. On va vous réinviter. Et si vous voulez effectivement rire et passer un très bon moment, nous vous invitons à courir au Théâtre des Mathurins voir la pièce Un gène entre nous les vendredis et samedis à 21h et le dimanche à 15h. Et pour voir David seul en scène dans ce superbe texte, malheureusement encore d'actualité 18 ans après la folie de la Seconde Guerre mondiale. C'est au Théâtre de la Madeleine, ça s'appelle En ce temps-là, l'amour. C'est du mercredi au dimanche à 19h. C'est beau, c'est émouvant, magnifique, parfois drôle, et on ne peut être qu'un peu plus intelligent et humain en sortant du théâtre. C'est bien dit, David. Donc, je suis d'accord. Voilà, et comme en ce moment, les théâtres sont pas tous remplis, sortez de chez vous, allez au théâtre. Il faut vraiment soutenir les comédiens en ces temps compliqués. Merci, David Brécourt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique « Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule » et entre midi et 13h avec plein de rendez-vous. Bon dimanche à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971.